Bonjour les découvreurs, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Je suis accompagné d'Emeline, donc on peut dire serial investisseuse et entrepreneuse que je vais laisser se présenter. Bonjour Emeline. Bonjour et bonjour à tous et merci pour, cette invitation d'ailleurs Vincent. Alors donc, moi c'est Emeline, j'ai, 29 ans, j'habite à Issy-les-Moulineaux. Je vais parler de mes études aussi, j'ai un BTS IMO, une licence IMO et un master en gestion de patrimoine IMO, histoire de rester dans vraiment le même domaine. Ça fait, plus de 10 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai toujours travaillé dans ce milieu-là, alors beaucoup plus dans l'immobilier tertiaire. J'étais, spécialisée en baux commerciaux. J'ai touché un petit peu à tout, donc les centres co, la logistique, les bureaux, les restaurants d'entreprise, les tours IGH, tout ce genre-là. Hem, mon dernier job, c'était, asset manager en gestion de fonds d'investissement immobilier européens. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est les institutionnels, donc la gestion de OPPCI. Là où vous avez de la SCPI, on va être vraiment pour du particulier. Moi, là, c'était de l'OPPCI, donc pour de l'institutionnel. En gros, les caisses de retraite qui ont beaucoup d'argent à placer venaient nous voir, ils nous donnaient X millions d'euros. Et l'idée, c'était de faire de l'acquisition. Donc là, en l'occurrence, c'était de l'immobilier de santé, donc tout ce qui va être clinique, établissements autistes, dialyse, etc. En Europe. Et en échange, eh bien, ils obtenaient du dividende, donc un rendement annuel. Voilà pour la petite histoire. Ce que j'ai bien aimé de ce côté-là, c'est d'ailleurs, je le souligne maintenant, euh, j'adorais mon job. J'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. C'est que moi, ce travail-là, c'était un bonheur. Ça a été assez compliqué de le quitter. J'étais très bien. On était une petite équipe puisqu'on a commencé à 3 dans cette société. Quand je suis partie, on était 7. Je voyageais tout le temps, que ce soit en Italie, au Portugal, en Sardaigne, en Belgique, en Allemagne, et un peu partout en France également. Et alors, c'était aussi de l'immobilier de santé, donc il y a vraiment une autre dimension, c'est que là, on est un peu acteur du cycle de la vie, que ce soit pour le côté, donc les naissances, avec l'accompagnement aussi des personnes âgées, donc avec les résidences seniors, les EHPAD, etc. On faisait vraiment tous les points nécessaires à la vie d'une personne. Et je dirais que l'immobilier prend un tout autre sens dans ces moments-là. Et donc les cordonniers sont pas forcément les plus mal chaussés puisque, j'ai décidé quand même d'investir un moment. Donc j'ai fait mon premier investissement le 28 août 2019 où j'ai acheté un immeuble, de 8 lots et j'ai en réalité compris dans la foulée comment ça se passait et j'ai dupliqué et donc le 28 février 2022, j'ai, quitté, officiellement mon job pour, créer, une société dans la foulée, une autre en ce moment même, donc ça va, assez vite. D'accord, très clair. Et pour que les gens se rendent compte, même s'il n'y a pas de bataille de chiffres, mais tu es jeune, Ouais. quel est ton parc immobilier désormais? Alors, donc j'ai acheté donc un immeuble de 8 donc 8 studios. Ensuite, en mai 2020, j'essaye de me faire la crise un peu la frise chronologique. Donc mai 2020, j'ai acheté une grande maison que j'ai, totalement, re rénovée de A à Z pour créer une colocation de 7 chambres, 7 salles de bain. Ensuite, en août, j'ai signé 2 colocations, une de 5 et une de 6, je parle en termes de chambres. En octobre, j'ai signé un bien que j'ai divisé en 4 appartements, donc ça fait un petit immeuble de 4. Il y avait un peu de travaux, il y avait 6 mois de travaux. Et en novembre, j'ai également signé une grande maison. Là, on est sur du 200, 220, 240 mètres carrés à peu près, pour une colocation 8 chambres, 4 salles de bain. Ensuite, en 2021, j'ai du coup drivé les travaux, hein, parce que j'ai quand même fait plus de 350 000 euros de travaux d'ailleurs. C'était assez lourd. La coloc de 7, c'était une ruine, il fallait tout refaire. J'ai eu deux autres chantiers, donc je drivais les trois chantiers en même temps.
En plus, il faut aussi rappeler qu'à cette période-là, on était en plein Covid, hein, donc c'était pas évident, tout prenait du temps, les échanges prenaient du temps, on pouvait pas se déplacer et en réalité, là où beaucoup de gens se sont retrouvés à l'arrêt, moi, via mon job, en fait, j'avais la possibilité de me déplacer et d'aller bosser. Donc je continuais à bosser et à gérer mes investissements en même temps. C'était, une période assez, folklore, je dirais, en termes d'orga. Hem, donc 2020, j'ai les acquisitions, 2021, je fais les travaux et là, 2022, du coup, j'ai fait, à nouveau 3 acquisitions. J'ai acheté un appartement dans le 92 où j'ai fait une coloc de 3, un appart dans le 94 où j'ai fait également une coloc de 3 et une ruine que je comptais, retaper en totalité, mais je me rends compte, à l'heure actuelle qu'en fait, j'ai pas forcément le temps. Donc je vais, certainement arbitrer, pour, pouvoir mettre du temps sur quelque chose qui me rapporte, beaucoup plus. Donc on est à un peu moins de 50 locataires, quoi. Voilà. Impressionnant, impressionnant. On va évidemment pas faire un podcast spécialement sur l'immobilier, même si ça va être un peu la toile de Ouais. fond durant tout l'épisode. Avant de savoir quel a été ton déclic pour justement acheter ce premier immeuble, là pour désacraliser aussi la chose et de manière Mmh. synthétique, t'es une riche héritière ou t'as fait comment Pas du pour... tout. Pas du tout. Alors c'est vrai que quand on parle d'immeuble, la plupart du temps, les gens se disent, «OK, je vois une tour à la Défense», enfin non. Vous prenez Ah, il une n'y a pas de maison, tour Emeline vous comme la Trump non? Tower, quoi, non? Pas encore, mais je vais y penser. Non, alors, faut se dire que vous prenez une maison, vous, créez 2 apparts dedans, c'est un immeuble, hein. Donc factuellement, voilà, il y a rien de dingue. Moi, l'immeuble, il fait, 100, je sais plus, 160 m². Il y a 8 studios dedans, c'est pas non plus une tour, mais c'est quelque chose qui est rentable, quoi. Et non, je ne suis pas une riche héritière. Alors j'ai jamais été, très dépensière, ça, il faut quand même le souligner. J'ai grandi en banlieue et c'est vrai que là où, j'avais beaucoup d'amis qui passaient leur temps à sortir en boîte, à consommer, vraiment être dans la consommation de masse, moi j'étais plutôt, de la team à mettre de côté. J'étais assez en retrait en réalité, quand j'étais plus jeune et donc, moins bon pour ma vie sociale, mais en réalité bien meilleur pour mon portefeuille puisque ça m'a permis de mettre beaucoup de côté et donc, je dirais d'avoir un peu d'épargne pour démarrer, mes projets. Hmm. Et, Récupérer la banque. et justement, par rapport à cette épargne, donc je pense que Ouais. on est quelques-uns à constituer de l'épargne. Certains ont même d'ailleurs peut-être pas d'épargne en étant ric-rac. Mais toi, quel a été ton déclic pour ce Mmh. premier immeuble, justement? Alors le déclic, en réalité, ça vient d'une sale rupture. Souvent, c'est un petit peu dans les moments compliqués qu'on puise un peu dans toute notre énergie et j'ai vécu, malheureusement, 3 ans avec, une personne très toxique. Vous savez les fameux termes de pervers narcissique et tout ce qu'on peut avoir. Eh bien, j'ai bon pas eu de chance puisque ça m'est tombé dessus et la rupture, elle était assez compliquée. Alors là, j'en parle vraiment avec le smile parce que j'ai tourné la page, mais c'était un moment un peu lourd où, je pense que ça c'est déjà arrivé à plein de gens qui nous écoutent. Tous les jours passent et vous êtes là, mais en fait, vous regardez juste l'horloge qui passe. Il n'y a aucune activité, c'est, déprimant au possible, et clairement, j'avais aucun but. J'avais perdu, énormément de confiance en moi, dans cette relation. J'y avais laissé beaucoup de plumes et et en fait, clairement, je badais au quotidien, quoi. Je ne servais absolument à rien et un jour, donc j'ai une de mes amies qui m'a proposé de venir avec elle visiter un bien immo, c'était un immeuble de 2 lots. En plus, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est pas vraiment un truc énorme non plus et j'ai découvert un monde que j'ai vraiment apprécié. Donc en une visite, en réalité, ça a un peu révolutionné ma vie puisque, j'ai retrouvé goût en quelque chose. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais quand, vous êtes, je dirais, émotionnellement instable et que là, il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous raccrocher, qui vous redonne le smile et qui vous redonne, vous savez, la toute petite flamme qu'on peut avoir en nous, qui la réallume et bien, en fait, moi, je m'y suis accrochée très, très fort et ça a été, vraiment la meilleure chose de ma vie et en fait, la semaine d'après, j'avais signé, 2 biens pour 15 lots. Un immeuble de 7, un immeuble de 8. Je sais pas, je me suis emballée. Faut pas l'énerver, Emeline. C'est tout ou rien.
Je suis un peu comme ça, hein, clairement, dans ma vie. Et bah voilà, c'était génial, quoi. J'ai revécu ma vie correctement. Là où mes parents me voyaient déprimée et dépérir au quotidien, en claquant des doigts en une journée, je suis rentrée dans la peau de quelqu'un d'autre et j'ai lâché un peu toutes mes valises. Mais vous savez, les valises qu'on peut se trimballer dans la vie qui sont pourries, je les ai laissées à ma porte de chez moi. Et en fait, je me suis redéterminée totalement. C'est vrai que par rapport à mon ancien job, tout ce qui était business plan, études de marché, et cetera, c'est quelque chose dont j'avais l'habitude de faire. Puisque moi, je faisais aussi les calculs de renta, vraiment l'acquisition. Donc, bah, quand on sait le faire pour les autres, c'est aussi pas mal de savoir le faire pour soi-même. Et en l'occurrence, j'ai juste pris les chiffres. Je me suis dit: «Bah, OK, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, OK. Bon là les travaux, ma négo, blabla, blablabla». Bon, au final, il s'est, avéré que bon, le vendeur, il était pas non plus, ultra clean sur tous les bords. Du coup, il y a un immeuble sur les 2 parce que c'était le même vendeur pour les 2. Il y a un immeuble que j'ai lâché, parce que, parce qu'il n'était pas raccordé aux eaux usées d'ailleurs, et il avait décidé de prendre sa pelle et creuser tout seul dans le jardin comme si c'était si simple. Et donc voilà, ça a été le démarrage de tout ça. J'ai repris confiance en moi petit à petit, et en fait, je me suis tout simplement occupé l'esprit avec autre chose. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est quand c'est le tumulte et qu'on navigue à tâtons dans la vie. Ce qui est important, c'est de se reconstruire ou en tout cas trouver des référentiels, alors qui peuvent être aussi Ouais, basiques finalement qu'une visite qui va déclencher de l'amour pour l'immobilier, mais ça peut être une activité. Voilà, des choses qui vont oui, structurer peut-être son quotidien. Et l'autre chose aussi, c'est être ouverte à des. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'opportunités, mais en tout cas, oui, à des portes de secours. Là, une invitation totalement anodine, mais viens sur une visite d'immeuble avec moi, et en fait, c'est ça ça. t'a ouvert une porte qui était quasi béante, en fait, qui Ouais. n'attendait qu'à d'être ouverte. Et je pense que le mot est très bien choisi, l'opportunité. Et c'est ce que je dis aussi régulièrement, d'ailleurs, que ce soit dans les réseaux ou dans la vie, les opportunités sont vraiment partout, mais vraiment partout au quotidien. Et je pense que l'esprit humain et la petite case dans laquelle on est dans la société fait qu'on est habitué à dire non, pour ne surtout pas sortir de nos zones de confort et à faire autre chose que ce qu'on aime et ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc on dit non. Alors que vous savez, c'est un peu comme le film Yes Man. Le gars, il dit oui à tout, et en fait, il va découvrir une multitude de choses, une multitude de gens. Et alors, bien sûr, là, on va être dans l'extrême, mais on s'ouvre des portes et des rencontres. Vous savez, avant, moi, j'étais vraiment le genre de personne où je faisais partie de la team à dire que je n'aimais pas les gens. J'aimais pas les gens, j'étais très peu sociable, je n'aimais pas vraiment sortir. Qui veut Rien ce serait rencontrer vraiment. Emeline? Ah ouais, c'était un problème. Et pour moi, c'était vraiment une je me faisais violence d'aller, faire un dîner avec des gens que je connaissais pas. C'était une catastrophe. Et donc j'ai rencontré quelqu'un dans la foulée qui en plus était à l'opposé, vraiment très sociable, donc ça m'a aussi aidé là-dessus. Mais quand vous rentrez dans je dirais une autre dynamique de vie, où vous êtes dans quelque chose qui vous plaît, c'est une passion, que vous le faites et qu'en plus vous mettez du cœur pour le faire bien, vous regagnez, vous venez compléter votre ratio de confiance en vous. Et en fait, cette petite case de confiance qui vient petit à petit augmenter, 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 et bien en fait, vous dégagez quelque chose quand vous êtes bah, en soirée, par exemple, tout simplement avec des amis, et les gens vous écoutent parce que vous avez de la passion, parce que vous êtes bien dans vos baskets, en fait. Et je me suis rendu compte que bah, en fait, j'aimais bien les gens. Et maintenant, bah, tu vois, le premier apéro immobilier, parce que du coup, bah, on va en parler après, mais j'étais assez toute seule dans tout ce que je faisais, c'était assez compliqué au début. J'ai fait un apéro IMO où on était 40, le tout premier que j'ai fait, pourtant c'était déjà pas mal, hein. Et là, j'ai dû me faire violence parce que moi qui ne parlais à personne, qui n'était vraiment très peu sociable et improbable, alors que tu me vois sur les réseaux, bon, tout ça, ça a vite changé. Euh, eh bien, je fais donc un événement avec 40 personnes. Et là, je suis obligée d'aller parler à tout le monde, puisque c'est moi l'organisatrice en plus. Donc, je vais voir tous les petits groupes, etc. Et je sors de ma zone de confort. Et je me dis, bon, bah, c'est plutôt sympa. Et je me dis, merde, j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, en fait. À parler avec plein de gens d'univers différents, qui ont des expériences totalement différentes. Et c'est que des gens que je connais pas.
Et maintenant, bah, la dernière soirée que j'ai fait, donc en septembre dernier, on était 250 à peu près. Donc tu vois, comme quoi ça va vite et je pense que quand on a vraiment conscience de nous-mêmes et qu'on est lucide sur nous et notre situation, qu'on a envie de changer, eh bien on peut le faire. Et moi, j'avais vraiment envie de changer. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, c'est que il faut prêter, je pense, de la bienveillance aux gens. Tu parlais de ton expérience Ouais. personnelle. Moi, avec les podcasts, il y a plein de personnes à qui j'ai demandé si on pouvait discuter et de but en blanc, oui, avec plaisir, quand c'est que tu seras disponible. Et c'est aussi simple que ça. Et votre nom, vous l'avez déjà si finalement vous ne demandez pas. Et Ouais. il y a une autre chose aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on a toujours peur un peu de s'afficher, voilà, connaître ce genre Mmh. de situations un peu désagréables, mais les gens s'en moquent de nous. C'est qu'il y a une forme de gros égocentrisme à se dire que les gens nous scrutent et nous analysent en permanence quelque part. C'est que quand bien D'accord. même on fait une petite erreur, une petite bourde, c'est pas grave du tout, limite ça va un peu rire et ça s'arrête là. Et il n'y a pas mort d'homme, quoi, comme on dit. Ouais, après ça, c'est aussi un problème de société, hein. On est dans une société de consommation où on nous apprend à rentrer dans des cases et ça, ne serait-ce qu'à l'école. À l'école, déjà rien que le mot erreur, où on te note sur ta copie, 5 erreurs, 10 erreurs et cetera. Tu te dis: «Ah oui, mais je suis pas bon et j'ai loupé, j'ai fait ci». Il y a aucun système d'encouragement à juste, bah, la prochaine fois, tu feras moins d'erreurs, c'est tout. Là, c'est écrit en gros, en rouge, en comme quoi tu es très mauvais. Non, mais c'est pas grave en fait, on recommence et c'est aussi pour ça, je pense que d'ailleurs les Français parlent très mal anglais, parce qu'on n'ose pas et moi je me rappelle d'ailleurs à l'école, j'osais pas parce que j'avais peur que tout le monde se foute de moi et on bah, quand on grandit, qu'on évolue et qu'on se rend compte qu'on est bien dans nos baskets, hem, maintenant je m'en fous, royal. OK, je vais faire des erreurs, il y a des mots que je vais mal écrire, je vais poster un truc, bah, il y a eu, je sais pas, il y a eu une boulette, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, et il y a pas que je dirais il y a pas que des gens malsains en fait. Faut aussi se dire ça, quoi. Ouais, et la plupart sont plutôt sains. Et moi, ce que j'essaie de garder en tête au quotidien, c'est que c'est celle ou celui qui fait qui a raison en fin de compte Mmh, et qui progresse, qui apporte sûrement des gens aux gens. C'est que les personnes qui commentent le plus, et là on est plus sur une pente négative, hein, mmh. mais c'est des personnes qui vont être un peu frustrées, qui vont pas forcément avoir le courage d'entreprendre des choses au sens large. Et mine de Ouais. rien, en fait, il faut être plus navré pour des personnes qui sont dans le commentaire en permanence que perdre de l'énergie et se remettre en question comme des malades parce qu'on a été critiqué. C'est clair. Hem, Personnellement, j'ai développé, l'art de s'en foutre royalement. C'est important et que tout le monde devrait aussi l'apprendre, l'art de s'en foutre. C'est, c'est avoir un esprit bienveillant avec les gens, d'accord? C'est faire de son mieux tout le temps. C'est arrêter, il y a un bouquin en plus qui est bien là-dessus, c'est, les accords, Toltec, où il faut arrêter de faire des suppositions au quotidien. Par exemple, vous faites un dîner et quand le dîner c'est fini, eh bien, vous dites: «Ah oui, mais j'ai dit ça, si ça se trouve ça va être mal interprété et ça» et en fait, vous créez de la charge mentale énorme. Vous allez pas dormir en vous demandant ce qu'on a pensé de vous à chaque instant, alors qu'en réalité la personne s'en fout total. Et quand vous développez vraiment ce côté de «je m'en foutisme», hem eh bien, ça vous crée un peu une carapace à toutes les mauvaises ondes et quand vous êtes bien dans votre peau, qu'en plus vous vous en foutez de l'avis un petit peu des autres, du côté malsain, c'est tout bénef. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est un peu extrême, hein, le je m'en foutisme, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose à développer pour se sentir bien dans ses baskets. Hyper, hyper clair. Je voulais revenir par rapport à ce fameux jour-là de cette visite avec ton ami, Ouais. où finalement, alors je ne sais pas si tu étais admiratif de ce qu'elle faisait, mais en tout cas, ça a titillé ta curiosité. Et globalement, on a tous des figures qu'on peut admirer, qu'on aimerait bien imiter, qu'on sait dans le vrai en termes de démarche, mais on n'en fait rien, on passe pas à l'action. Et donc du coup, toi, comment tu es passé à l'action derrière cette idée qu'elle t'avait donnée, ou en tout cas cet intérêt pour l'immobilier? Alors, c'est vrai que, je lis, un peu partout et on dit toujours: «C'est bien d'avoir un mentor, quelqu'un, qu'on idole, on idolâtre un peu». J'ai cherché pendant longtemps et j'ai pas, malheureusement, j'ai pas vraiment une personne qui m'inspire,
tant que ça. Je pense que dans le milieu où j'étais, avant, dans mon ancien job, en plus j'étais, un peu la seule femme, donc c'était pas forcément le plus évident. Mais j'ai toujours eu un peu l'envie de la conquête. On m'a posé la question un jour si je devais être un mix de 2 personnages, qu'ils soient vivants ou pas. Et moi j'ai répondu que je serais un mix de Napoléon et de Wonder Woman. Napoléon parce que, j'aime conquérir. Je pense que j'ai un peu un côté, guerrier, en moi où je suis lucide, hein, maintenant, donc j'ai fait beaucoup d'introspection sur ça. Donc J'ai Emeline est un en peu été permanence guerrier. sur son cheval, la main dans le gilet. Non, mais plutôt la lance à la main en plus, où je suis toujours à l'attaque et sur le front. Et je disais même dans mon ancien boulot, à chaque fois qu'on était en train de bosser, on se disait: «OK, là, c'est bon, on retourne à la guerre, on va à la guerre», et on était toujours à 300 dedans. Et je pense que j'ai gardé un gros côté comme ça. Et le côté Wonder Woman, puisque je pense que, on peut aller à la guerre sans être obligé d'écraser les autres. Et c'est un petit peu ce que j'ai en tête, c'est que j'ai pas envie de moi de marcher sur les plates-bandes de tout le monde et d'écraser tout le monde pour pouvoir monter. Moi, je préfère monter, à la limite en tenant aussi la main un peu des gens parce que je pense qu'être au sommet mais tout seul, bah, en fait, c'est chiant. Donc si je peux monter en faisant monter mes potes d'ailleurs, je le fais avec grand plaisir. Mais voilà, c'est un mixte de j'aime la guerre, j'aime, aller en front et en toute franchise, je me teste aussi moi-même régulièrement parce que je ne connais pas mes limites en termes de travail, en termes de développement, de création. Et ça peut être problématique, hein, de temps en temps parce que je sais que j'ai une force de travail qui n'a pas toujours de limites. C'était d'ailleurs, c'est le mot. Euh, et donc voilà, je me teste, j'y vais, je continue, je continue, je continue, et advienne que pourra. Voilà, tout simplement. Et toi, ton passage à l'action, du coup, tu trouves son explication, j'ai l'impression, plus dans tes capacités intrinsèques et ta Ouais. personnalité. Mais quel C'est conseil aussi t'aurais à une donner? revanche avec moi-même, hein, Ouais, clairement. C'est que quand je vous dis que j'étais vraiment au fond du gouffre, j'ai passé 3 ans avec quelqu'un qui me géolocalisait au quotidien, où je pouvais pas sortir, j'avais pas le droit j'avais pas de potes, je devais donner des explications sur ma manière de m'habiller au quotidien. Donc j'étais une bulle. ouais. Et vous savez, le genre de personne qui vous dit, toute ma vie, j'aimerais te mettre dans une petite boîte et te garder, dans ma poche pour que tu sois toujours avec moi. Et en fait, moi, j'ai toujours trouvé ça très mignon, jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait, c'était très malsain comme Et que réflexion. c'était exigu une petite boîte. Ah ouais, tout à fait. Et en fait, par la suite, quand j'ai compris et que j'ai réussi à me sortir de tout ce malaise, hem, j'ai aussi voulu prendre une revanche avec moi-même en me disant que ma vie c'était pas ça, quoi. C'était pas juste subir, et que je pouvais, créer des choses, que je pouvais être en front, en avant. Et c'est aussi effectivement ma personnalité, hein, je suis plutôt team leader à driver et à tirer tout le monde avec grand plaisir que de l'autre côté. Et hem et ça, encore une fois, je pense qu'il faut être lucide. Tant que vous savez où est-ce que vous vous placez dans la société et là où vous vous sentez bien, c'est qu'on n'a pas tous besoin, et je pense que heureusement qu'on n'est pas tous des leaders, sinon ça serait compliqué, on se boufferait tous la vie. Mais il faut juste savoir où est-ce qu'on se sent bien et mettre son petit, mettre le critère où il faut, quoi. Et une fois que vous avez trouvé ce point-là, bien, et en fait, l'équilibre, il est assez naturel et le bien-être, il va avec. Donc en l'occurrence, oui, le déclic, il a été, avec une vraie revanche sur ma propre vie, où je me suis dit: «Merde, j'ai perdu quand même 3 ans, heu, pour ça, mais il n'est pas question que j'en perde plus. J'ai perdu trop de temps à être pas bien, trop de temps à être mal dans ma peau. Maintenant, je vais prendre une revanche et en fait, ça va faire mal». Donc, j'ai ciblé aussi un besoin de reconnaissance. Je pense qu'on en a tous un. Et pour certains, il est un peu plus fort que d'autres. Je pense que parce que ces expériences qui n'étaient pas forcément les meilleures, ça m'a obligé à avoir un besoin de reconnaissance qui était un peu plus élevé que pour d'autres. Et j'étais alignée avec ça, et voilà, je me suis donné les moyens de le faire, hein. On m'appelait un peu le bulldozer, tu vois? C'est que je me posais pas de questions. J'ai avancé, j'ai avancé, j'ai avancé, et s'il y a une erreur, et bah, tant pis, c'est de l'expérience, je prends une baffe. Ça, c'est un mot que mon père m'a toujours dit depuis que je suis petite. À chaque fois que je faisais une boulette ou qu'il y avait un truc qui allait pas, hem
Il m'a toujours dit: «C'est pas grave, c'est de l'expérience». OK. Et en fait, je le redis moi-même à l'heure actuelle et je le dis à tout le monde, même à mes participants de formation, à mon entourage. Dès qu'il y a un truc qui va pas, c'est de l'expérience, c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme, on fera mieux et puis c'est tout. Hyper clair et ce que je comprends aussi de ce passage de ta vie, et ça va me permettre de faire le lien avec un point que je voulais aborder avec toi, c'est que tu t'es responsabilisé. Il y avait de la frustration, voire plus que ça, hein, peut-être de la colère, de la déception par rapport à ces 3 années de ta vie. T'as pas attendu qu'on vienne te sortir, en l'occurrence, j'allais dire de ton trou, mais en tout cas de ta petite boîte. C'est toi qui t'es prise en main. Et en fait, le Ouais. sujet auquel ça me fait penser, c'est l'entrepreneuriat. Et la question que j'avais à te poser, c'est qu'on dit souvent que c'est pas fait pour tout le monde. Et moi, j'ai un peu une réflexion par rapport à ça, c'est que je me demande si on se dit pas ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait peur, parce que c'est hyper responsabilisant et qu'au final, entreprendre quelque chose, alors ça peut évidemment monter un business, mais comme monter une asso, monter une équipe de Oui. pétanque, est-ce que ça ferait pas du bien à tout le monde, l'entrepreneuriat au sens très très large du terme? Alors je pense que ça dépend un peu aussi du caractère. Moi si on gratte, j'ai, j'ai toujours grandi dans un univers, bon, assez masculin déjà où et en même temps avec énormément, d'autonomie, parce que mes parents bossaient de 8 heures à 20 heures tous les jours et du coup j'ai été un peu solo, capitaine de mon bateau très tôt. Donc je me suis responsabilisée pardon, très vite et j'étais autonome très rapidement. Hem, Entreprendre alors, je pense qu'il y a 2 poids 2 mesures. Tu vas avoir entreprendre un business, vraiment monter une boîte et entreprendre, juste, un projet classique, par exemple dans l'immobilier, faire une acquisition, on pourrait dire que c'est entreprendre. Mais faire une acquisition et gérer une société avec des salariés, c'est pas la même forme d'entrepreneuriat. Est-ce qu'entreprendre, c'est fait pour tout le monde? Je pense pas. Je pense pas parce que je crois qu'on a, encore une fois, vraiment tous des caractères un peu différents et qu'il faut aller piocher dans ses entrailles pour se comprendre et être lucide sur soi-même. Hem, Également, je dirais qu'il faut se poser, la question sur est-ce que vous ne voulez pas entreprendre parce que vous savez que ce n'est pas fait pour vous ou parce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort? Ça, c'est un point, je dirais essentiel. Si la réponse est la peur de sortir de sa zone de confort, ça se travaille. Mais il y a des ouais, je pense qu'il y a des caractères aussi où tu peux échanger avec les gens, ils veulent juste pas de responsabilité, hein. Ils ont pas envie, en fait. Ils préfèrent avoir une routine classique d'aller au travail de 9 heures à 18 heures. Ils rentrent chez eux, ils font leurs loisirs, ils font à manger, ils s'occupent des enfants et cetera et fiou, on recommence le lendemain. Hem, Entreprendre, c'est dur et c'est super chaud et que ce soit en IMO ou, pour le montage de société, puisque là, du coup, je suis des 2 côtés. Ça pompe du temps et je le dis et j'ai pas d'enfant. Si là si j'avais un enfant là à l'heure actuelle, je peux te dire que je serais quand même dans une sacrée galère, hein. Il faudrait que je m'organise à mort. Alors bien sûr, je le ferai parce que quand tu pas le choix, hein, quand tu es au pied du mur, tu te démerdes, hein, c'est la vie. Hem, Maintenant, c'est pas simple et c'est une gestion de temps, en plus. Donc l'entrepreneuriat pour tout le monde, je pense pas. Je dirais la développer des projets, tu vois? Par exemple, créer une association pour la pétanque, comme tu as dit. Encore une fois, c'est pas pareil que monter une boîte et embaucher du monde. On Mmh. n'est pas sur de la même gestion quotidienne. Donc il y a des niveaux, et oui, sortir de sa zone de confort déjà avec des petits projets, voilà, des petits projets. Ouais, pour se tester soi-même en tout cas et son appétence à cette, gestion et à ce mode de vie-là. Hem et par la suite, bah, si ça marche, pourquoi pas aller taper plus haut, hein. Ouais, tu as bien spécifié le débat, entre guillemets, je te remercie. C'est qu'on parle d'entrepreneuriat et de projet. Après, l'un comme l'autre, puisqu'il s'agit surtout d'une question de dimension, ce qui est intéressant, c'est que on se prouve des choses. Et comme quelqu'un, alors je vais prendre un exemple qui va parler à beaucoup de monde, ne serait-ce que monter une petite table basse Ikea, c'est débile, mais on est fier quand on a réussi à mettre les vis au bon endroit, qu'elles tiennent debout. Et Ouais. voilà, on y a passé du temps et c'est la petite réussite du jour.
Et l'entrepreneuriat et la saut de pétanque, ça peut aussi être des conséquences d'un effort et commencer à justement se prouver des choses et gagner en confiance en soi, je trouve. Tout à fait. Bah, en réalité, si on remonte un peu, à bien longtemps d'ailleurs, à l'époque, tout le monde était entrepreneur, hein, de mémoire, hein. Il y avait, tu sais, celui qui s'occupait des chevaux, maréchal Ferrand, il y a celui qui s'occupait, des épées, si on remonte au Moyen Âge, et tout le monde avait sa Son propre place dans la business, ouais. société, et tout le monde était dépendant de son seul business et son seul gagne-pain. C'est par la suite qu'on a créé vraiment le salariat et le fait d'avoir plusieurs salariés dans une même boîte. Mais avant, ça se passait comme ça. Alors, dire si l'un est mieux que l'autre, j'en sais rien. Euh, je pense qu'on ne peut pas forcément peut-être être tous entrepreneurs. L'idée, c'est surtout d'être bien dans sa vie et d'être aligné avec son bien-être, quoi. Et par rapport aux gens, là, on va commencer un peu à segmenter, mais les personnes qui ont envie de se lancer, là, on va parler d'entrepreneuriat, mais Ouais. qui ne se lancent pas, est-ce que, on va parler de peur, hein, le plus souvent, Mm. c'est pas un manque de connaissances. On va être exigeant en fait sur le côté, bon ben si je me lance, j'arrive d'emblée à tout bien structurer en faisant le minimum d'erreurs, mais on va peut-être un peu négliger, slash avoir la flemme de se préparer et Ouais. s'informer en amont. Alors, je pense qu'il y a 2 points là-dessus. Il y a effectivement, le côté, feignant. J'ai un projet, OK, mais vas-y, la flemme de le lancer. Ça, je l'ai déjà entendu des milliards de fois, hem, où les gens effectivement se rendent compte que, bah, oui, en fait, lancer quelque chose, c'est pas rien. On est aussi en France dans une société où il y a un max d'administratifs, et c'est vrai que les démarches peuvent être, Ouais, c'est lourdes décourageant, et ouais. faire un peu flipper, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi un autre point, et qui est encore plus fort que ça, c'est que les gens, et j'en ai pas mal d'ailleurs des gens comme ça que je connais, ont envie d'entreprendre, mais ils savent pas dans quoi. Et ça, c'est encore autre chose, parce que c'est des personnes qui se connaissent d'ailleurs pas forcément. C'est tout bête, mais savoir qu'est-ce que vous aimez dans la vie. On reprend les bases quand même. Bon, là, en l'occurrence, moi, c'était l'immobilier. En plus, j'ai fait ça toute ma life. Ok. Si vous aimez la cuisine, d'accord. Bon, bah, la cuisine, on peut noter tout ce qu'il y a comme forme dans la cuisine, mais on est aussi dans une ère du digital. Est-ce que, par exemple, donner des cours de cuisine, avec des inscriptions à distance, etc., et des visios et compagnie, ça pourrait très bien être un bon plan. D'accord. Si vous aimez la couture, bah, c'est faisable aussi. En réalité, il y a plein de choses à faire. Il faut juste trouver aussi sa passion et ce pourquoi on est bon, et trouver et en faire un business lucratif. Vous avez aussi une autre catégorie d'entrepreneurs, c'est ceux qui ne voient que le côté passion et qui oublient un élément essentiel qui est le côté rentable. Hem, Ça, c'est un petit peu dommage, et voilà, tous les business ne sont pas rentables, et trop peu de personnes sont informées là-dessus. Ils vont juste, au carnage. On en voit d'ailleurs parfois j'ai vu des gens, qui, je sais plus, ils étaient un analyste, je crois, qui s'est reconverti pour, un bar. Il voulait monter un bar. OK. Ouais, mais alors il a juste, oublié un truc. Alors pour un analyste, en plus, c'est dingue, mais de faire un business plan. C'est tout bête, hein, Hmm. mais est-ce que le projet va être rentable? Si vous mettez toutes vos économies, toutes vos billes, toute votre vie, enfin, votre temps, quoi, et le temps, c'est la seule chose qui ne se gagne pas en réalité, qui se rattrape pas, dans un projet, et que ce projet ne vous rapporte que dalle, bah, vous vous créez une prison dorée. C'est juste, une vie où vous êtes bien parce que vous faites ce que vous aimez, mais vous ne pouvez absolument rien faire d'autre puisque vous avez pas d'argent, quoi. Et en plus, Donc tu dis vous êtes bien, ouais. mais on se fait rattraper par la réalité du terrain. Et Ah bah oui. effectivement, ça me fait beaucoup penser aux métiers de la restauration, de l'hôtellerie, du monde de la nuit, les métiers d'accueil, hein, qu'on est bon nombre Ouais. à se dire pourquoi pas ouvrir mon bar à vin. Mais à un moment donné, il faut que ce soit un business sain et autoporteur, quoi. Avant Tout à même de fait. penser à développer un réseau de franchise, hein. Ouais, 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 tout à fait. Et donc c'est là où je pense que il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il faut savoir de quelle partie, vous voulez faire, tout simplement. Et c'est comme tout, hein, encore une fois, mon père, il me disait quand j'étais petite, «Bon alors, il y a les loups et les agneaux, maintenant tu vas choisir de quel côté tu veux être».
Un loup déguisé en agneau pour être au milieu des agneaux. Voilà, pour sortir mon meilleur smile et que ça marche. Et donc, bah, c'est pareil, il faut choisir. On peut pas toujours tout avoir dans la vie, même si personnellement, je fais toujours en sorte de gratter au maximum pour tout choper. Euh, mais il faut être en accord avec ses choix et il faut pas penser uniquement passion. Il faut aussi penser un peu cash, parce que, bon, il y a des reconversions aussi où il faut se dire que derrière, il y a une famille, hein. On a que ce soit des parents, que ce soit l'homme ou la femme qui se reconvertissent, ils pensent pas forcément au côté business, rentabilité et cetera. Mais après, ils vont se prendre des remarques pendant, 15 piges dans la famille comme quoi, bah, c'était bien de lancer un projet, mais qu'en fait, c'est tellement pas rentable que c'est une catastrophe pour les finances Oui, personnelles ça peut derrière. aboutir à des séparations, des vrais C'est ça. drames familiaux, hein. Mais par rapport à l'entrepreneuriat aussi, un peu comme l'immobilier là, auquel tu faisais allusion, Oui, il y a beaucoup de croyances limitantes. On se dit que l'entrepreneur, c'est celui qui va faire l'Apple de demain ou l'Amazon de oui, demain, alors qu'on n'est pas toujours obligé de réinventer la roue. Le vrai cœur de l'entrepreneuriat, c'est ce que tu disais sur l'aspect est-ce que vous avez goût pour la chose. Et le oui, deuxième point qui est lié à l'aspect rentabilité dont on parlait, c'est est-ce qu'on apporte de la valeur aux gens. À partir du moment où on apporte de la valeur aux gens, que ce soit en construisant le nouveau smartphone ou la mmh, nouvelle chaîne de restaurants bah, qui répond à un besoin au goût du jour, tout à fait. banco, hein. Tu as souligné le maître mot, c'est, à quel besoin vous venez répondre en réalité. C'est l'offre et la demande et si vous vous situez on reprend les bases, hein, du commerce, bah, il y a pas forcément besoin d'aller chercher plus loin. Vous pouvez très bien prendre quelque chose qui existe déjà et juste rajouter votre touche. Il y a aussi une chose dont on parle peu, mais qui a tout le mérite d'être là quand même, c'est le reprenariat. Vous avez des sociétés type, là, il y a une boîte qui est sortie qui s'appelle Alvo, hem, qui est spécialisée dans la reprise d'entreprise. Donc c'est des boîtes qui sont en vente où vous allez juste, bah, reprendre la société et l'améliorer à votre goût, tout simplement. Donc oui, il peut, selon les tarifs, parce qu'en plus il y a des boîtes que vous reprenez 1 €, hein, ça dépend, un peu de la si la société est en distress ou pas. Mm. Hem, mais il y a des choses à faire aussi de ce côté-là. Donc même si vous n'avez pas forcément l'idée, vous pouvez aller creuser sur ce type de plateforme. Qu'est-ce que vous pourriez bien faire? Et il y a des choses qui sont déjà montées où vous n'avez pas tout à recréer à la base, parce qu'effectivement, comme on l'a dit, ça peut aussi faire peur. Hyper intéressant ça. Par rapport à l'entrepreneuriat aussi, là on t'entend, on ne voit pas, mais toute guillerette, pour les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, toi qui investis dans l'immobilier, il y a toujours des tuiles, tu les prends souvent avec le sourire, en tout cas face caméra. Ouais. Ma question c'est comment tu fais pour préserver l'enthousiasme à la tâche et là, voilà, en te projetant aussi en tant qu'entrepreneuse? Alors, bon, il y a toujours des tuiles, je dirais, oui et non. Là, effectivement, par exemple, moi, donc, allez, en 3 ans, bah, ouais, 3 ans, d'acquisition, septembre, octobre, j'ai mangé un max de galères. Par contre, depuis le début, j'en avais pas eu beaucoup. Donc il y a aussi des cycles et je suis pas tant, emmerdée que ça, clairement. Je pense qu'il faut aussi, se dire et c'est ce que je fais, avec les personnes que je forme, il y a des due deals. Les due deals à l'acquisition, ce que je faisais dans mon ancien job, c'est faire en sorte que l'acquisition soit faite, selon, certains principes et de cocher les cases, tout simplement. Tu vas te positionner sur un projet. Est-ce que ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon? On a une checklist et quand tu vois que tous tes points sont au vert, bon et ben, écoute, déjà, tu as mis, de côté une grosse partie des galères qui pouvaient te tomber dessus. Bah, tout simplement, hein, quelqu'un qui se positionne sur un bien qui a oublié de faire vérifier la toiture et qui se rend compte 6 mois plus tard qu'elle est à refaire en totalité et qu'il y en a pour 10 000 €. Bon, c'est quelque chose qui aurait pu être évité avec, je dirais, un niveau d'information, supérieur. Donc le côté galère, je dirais oui et non. Il y en a, oui, il y en a, bien entendu, il y en a. Après, quand vous quand vous grossissez, parce que comme moi je vous ai dit, j'ai quand même du flux en termes de locataires, j'en ai pas mal. Heu, Si vous vous laissez impacter par la moindre fuite, la moindre, je sais pas, la moindre bombe de douche à changer, la moindre porte de douche où il faut refaire les joints, C'est la noyade heu dans le verre d'eau un peu là.
Ah, dont tu c'est parles. improbable. Je déteste la noyade dans le verre d'eau, je le dis tout le temps et moi-même, quand je sens que je vais me noyer, je me secoue en me disant que c'est interdit de faire ça. Quand il y a du flux, c'est normal qu'il y ait un petit peu de galère, OK? Si vous avez bien fait votre acquisition et que vous avez été nickel sur tous les papiers qu'il fallait, toutes les vérifications, il n'y a pas de sujet, vous n'êtes pas censé avoir 40 000 galères. Oui, il peut y en avoir de temps en temps et oui, les locataires sont des assistés et oui, ils vont vous appeler parce qu'il y a des cheveux dans le siphon de la douche et que du coup, ça s'évacue mal. D'accord. Maintenant, si vous faites tout ça, mais que ça vous rapporte du cash, tu vois, c'est aussi ça, hein, il faut le mettre de l'autre côté. C'est que l'être humain a tendance à retenir beaucoup plus le côté négatif que le positif. Moi, quand j'ai plein de tuiles qui me tombent sur la tronche, je me rappelle que j'ai quand même 18 000 euros de loyer qui tombent par mois, d'accord. Alors, on parle de brut, hein, attention, ne vous emballez pas. Je paye aussi des prêts immobiliers et des charges. Euh, mais que quand vous avez de l'argent qui tombe, que vous pouvez utiliser, que c'est rentable ce que vous faites, bah, c'est comme tout dans la vie et c'est comme dans n'importe quel job en réalité. Bah ouais, il y a des galères de temps en temps, quoi. Pour ceux qui sont commerciaux, bah il y a des périodes où tu vends moins, d'accord. Bah là aussi c'est chiant, c'est une tuile. Pour les infirmières, bah voilà, le Covid, elles se sont tapées une période où c'était la mort pour elles. Bon, en plus ça a duré beaucoup plus longtemps, les pauvres. Mais on a tous des périodes dans la vie où c'est un peu plus touchy que d'autres. Donc oui, bah investir dans l'immobilier, c'est pas le plus simple du monde. Il y a des choses à faire et encore une fois, il faut être formé et pas le faire n'importe comment, je dirais, pour gagner un maximum de temps. Après, bah, les petites galères, faut aussi se détendre, quoi. C'est pas grave. Moi, j'apprends aussi aux gens à constituer une équipe technique. Ce que j'ai de mon côté, ça veut dire que là, bah, par exemple, comme je vous ai dit, hein, septembre-octobre, j'ai eu plein de galères. Notamment, je me suis même, pour le pompon, hein, pour vous dire, j'ai une cave où il n'y a jamais eu de galère. Et là, j'ai les nappes phréatiques. En fait, avec les dérèglements climatiques, eh bien, la terre, elle est très sèche, d'accord. Et en fait, il a tellement plu que l'eau qui est tombée à fond sur le sol, eh bien, ça a modifié tous les chemins souterrains de l'eau. Mais Donc, tu l'avais donc, je pas me suis anticipé, on retrouvée. n'arrête pas d'en parler, ça du réchauffement climatique. Je J'avais comprends pas pas. anticipé la nappe phréatique qui allait coller 1,50 m d'eau dans ma cave. Donc oui, bah, c'est une énorme tuile que, en plus, on ne peut pas régler en claquant des doigts. Donc, bah, il y a des grosses interventions et on va installer des puisards, on va installer des pompes de relevage. Bref, ça coûte cher, c'est impactant et c'est une tuile et c'est la plus grosse que j'ai depuis 3 ans d'ailleurs. Ensuite, côté locataire, le non-paiement du loyer, ça ne m'est arrivé qu'une fois et la personne est partie au bout d'un mois, donc vous voyez, j'ai pas eu d'impact. Je touche ma tête quand même en vous disant ça. Alors oui, encore une fois, il y a des petites galères de temps en temps. Maintenant, faut voir le côté positif, faut se détendre. C'est pas grave, il y a pas mort d'homme. Moi, quand je vois ce genre d'informations qui arrivent sur mon téléphone, où les gens s'alarment, bon bah OK, bah de toute façon, je vais faire de mon mieux, je vais faire en sorte de résoudre le problème. Et si ça prend une semaine, ça prend une semaine. Et c'est aussi un sujet de communication, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne communiquent pas. Hem, et je pense que quand vous communiquez avec les gens et que vous leur donnez un peu d'infos déjà, ils se sentent, ils se sentent, mis en avant. Enfin, en fait, c'est pas juste, un locataire qui vous verse un loyer et c'est pas le cas. Mes locataires, c'est mes clients, donc un client, mécontent, bah, en fait, ça se sait. Un client content, ça vous en ramène d'autres. Donc je fais Hmm. en sorte toujours que mes clients soient, bien et qu'ils se sentent considérés. Voilà, tu vois? C'est le mot. Donc je communique avec eux. Si je peux pas régler le problème, tout de suite, bah, voilà. J'ai une équipe sur place qui gère, donc toutes ces galères, hein, autant te dire que moi j'y suis pas allée depuis le 2 septembre, je crois, là on est le 9 novembre. Tout est géré à distance, moi j'y mets pas les pieds, hein. Pour revenir, je voulais revenir sur deux points là par rapport à tout Mmh. ce qu'on vient d'aborder. Le premier, c'est qu'effectivement, quand quelque chose vous arrive dans la vie, à un moment donné, la vraie question, c'est de se dire est-ce que ça va se régler tout seul. Donc, a priori, ça ne va pas se régler tout seul. Donc là, il y a deux options. C'est soit abandonner et jeter le dossier comme pourrait le faire un gamin de 4 ans avec un jouet cassé, Ouais. ou effectivement résoudre le problème, peut-être pas de la meilleure manière, de la manière la plus rapide, mais quoi qu'il arrive, on a tous les ressources Mmh. pour faire quelque chose, en tout cas que ce soit moins impactant. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, c'est finalement on a tourné autour du pot, mais c'est l'aversion au risque dont on parle. Et ce qui me sidère toujours, c'est que les gens mettent dans le même sac les informations et les problèmes
qui pourrait gérer, qui pourrait anticiper, et dont il pourrait se prémunir du coup, avec la frange minimale de choses voilà, incontrôlables et qu'on ne peut pas anticiper. Et c'est vrai que si finalement on est dans le 80-20, donc on réfléchit à 80 des choses qui pourraient arriver et sur lesquelles on peut avoir de l'influence et qu'on se prémunit, restent les 20%, et au moins ça fait moins de champs d'options à gérer. Et à côté de ça, on peut aussi mettre des choses en place. Là, en l'occurrence, j'ose espérer que tu avais un peu de trésor de côté. Oui, bien Il y a sûr. des gens, par exemple, qui vont être en flux tendu sur leur projet. Ben, on sait très bien qu'à un moment donné, quelque chose peut nous échapper. Il faut avoir un peu de trésor de Ouais, côté. matelas de trésor. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut faire un peu la différence entre des choses qu'on peut anticiper. Si on étudie un peu, on fait sa due deal, comme tu en parlais, il n'y aura pas de souci. En revanche, faut pas chercher à ce qu'il n'y ait pas de risque sur les Mm. 20% restants. Il y aura forcément des choses qui vont arriver. Il y en a partout, c'est les risques de la vie en réalité, si vous les avez pas, dans le business, vous les avez en perso, enfin, il y en a partout et c'est aussi ce qui fait que ça rend la vie, vivante quoi. Il se passe des choses tout simplement. Exactement. Et par rapport à ce genre de déconvenu, justement, j'aurais aimé que tu me dises ce qui était l'échec pour toi. Alors c'est vrai que c'est une question, pour être honnête, que je ne me suis absolument jamais posée. L'échec pour moi il y a pas d'échec, encore une fois, il y a que de l'expérience. Là, je me lance dans un nouveau projet dans la tech. OK, je suis à la phase de tout début puisque ça fait 3 semaines qu'on bosse sur le sujet, il y a rien, d'accord? Ce projet-là, je vais le lancer, je vais, aller à la guerre, hein, comme je vous dis. Je vais monter, mon deck, donc c'est une présentation de dossier qu'ensuite je vais présenter pour, lever des fonds. Hem Eh bien, je vais y aller. Si ça marche, c'est génial, OK, et je vais me donner les moyens de le faire. Et pourquoi je le fais? Parce que j'adore ça. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est de l'expérience et en fait, dans tous les cas, j'aurais appris des trucs et ça m'aura fait un petit peu sortir de ma zone de confort. Si ça marche pas, bah, je fais autre chose. Donc, j'ai pas un vrai attachement à l'échec qui m'impacte. Hem, je dirais, voilà, qu'est-ce que l'échec pour moi? C'est de l'expérience. C'est le maître mot. Ça ne me touche, pas plus que ça. Je continue d'avancer, même si, et ça peut paraître énorme ce que je vais dire, mais ce projet, bah, je sais pas, si je mets 20-25 000 € dedans et que ça foire, bah, en réalité, bah, ça aurait été de ma faute, quoi. C'est que mon modèle, il était pas si bon que ça. Peut-être que, j'aurais dû prendre, une autre direction et mon switch au dernier moment, mon virage, je l'ai pas bien pris, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, bah, c'est et de ma faute et de mon expérience et voilà, et on continue d'avancer, on fait autre chose. Je déteste rester, fixée sur un sujet. C'est comme les personnes qui peuvent se prendre un peu la tête de temps en temps et qui, et ça d'ailleurs malheureusement c'est assez féminin et je suis une femme pour vous en parler en plus. Donc je vois des femmes qui vont rester bloquées sur un sujet et le ressortir à leur mari pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, en disant: «Mais tu te rappelles ce jour-là?» et cetera. Non, moi je suis pas du tout comme ça, je déteste ça. Je pense qu'à un moment, il faut savoir tourner la page, avancer, on fait autre chose et on continue de créer de la valeur. Et là, en l'occurrence, en liaison avec l'entrepreneuriat, vous avez plein de fortes têtes et de têtes très connues qui ont fait, de belles choses, de belles créations et qui ont levé énormément d'argent. C'est pas leur premier projet qui a été la réussite. C'est peut-être leur deuxième, troisième, peut-être le quatrième ou le cinquième. Donc je me dis que moi, si c'est pas celui-là, bah, ça sera peut-être celui d'après. C'est pas grave. Tu disais tout à l'heure, là, par rapport à tes levées de fonds, je vais m'en donner les moyens. Donc, j'ai l'impression aussi que ce qui caractérise l'échec, c'est d'avoir des regrets, ce qui veut dire Mmh. en filigrane qu'en fait, on ne se serait pas donné les moyens et qu'on aurait laissé justement passer des choses qui étaient sous notre contrôle. Et à partir du moment où on s'est donné à fond, justement, on a appris en le faisant et on peut partir l'esprit léger parce que soit c'était pas pour nous, soit on a compris ce qui manquait et on va s'améliorer, on va finir par y arriver. Oui, tout à fait. Ça, c'est aussi un maître mot, j'essaye de faire toujours de mon mieux. Hem Et alors, il y a un truc qui peut être assez impactant, je pense dans l'entrepreneuriat, et dur, c'est de le faire tout seul. Hem, c'est de le faire tout seul, c'est que j'ai déjà échangé avec des personnes qui avaient de belles idées, mais de belles idées tout seul. Et je pense que, il faut avoir conscience d'une chose et ça vraiment je vous en parle en connaissance de cause. Hem
j'avais en tête, même quand j'ai quitté mon job, hein, parce que j'avais pas prévu de m'associer d'ailleurs, dans ma structure actuelle, heu, je voulais briller toute seule. Je voulais faire solo, je voulais avancer toute seule et je pensais réussir et pouvoir tout faire toute seule. Et en réalité, quand vous avancez et que vous vous rendez compte un peu et que vous ouvrez les yeux tout simplement, eh bien vous comprenez qu'on n'a que 2 bras dans la vie et que pour faire de belles choses, de grandes choses et continuer à dupliquer et aller beaucoup plus loin, eh bien on peut pas toujours tout faire tout seul. Et il faut avoir conscience, de ses forces et de ses faiblesses, donc on revient un peu sur le fait d'être vraiment lucide sur soi-même et c'est une introspection qui est vraiment à faire. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que vous avez conscience de vos forces et de vos faiblesses, vous avez possibilité du coup d'ouvrir une association à quelqu'un qui va pouvoir venir combler vos faiblesses et vous, avec vos forces, vous allez combler les siennes. Et moi, c'est ce qui se passe d'ailleurs avec mon associé actuel. On est assez différents et on vient totalement naturellement se compléter. Et ce qui fait que bah, vous vous sentez beaucoup moins seul et il y a moins de risques en plus d'échec puisque l'échec en réalité, il est lié, bon, bah, à une vision qui n'allait pas, à des compétences manquantes, à plein de choses. Mais quand vous comblez, un petit peu tous les trous qu'il peut y avoir, et bien l'un et l'autre avec, je dirais les capacités, les compétences de chacun, on va réussir à faire quelque chose de clean, de correct, de cohérent et là, on va pouvoir, mettre vraiment 100 de nos capacités sur ce projet-là. Ça me permet de faire le lien avec le rôle de l'entourage. Donc, on parlait des Mmh. investisseurs, c'est quelque part une partie de l'entourage d'un entrepreneur, mais même plus proche, les associés, la famille, les amis. On sait à quel point c'est déterminant dans la conduite d'un projet. Quels sont Ouais. tes conseils du choix de cet entourage, voire aussi, les questions qu'on aborde assez peu, comment s'en séparer, malheureusement et heureusement, quelque part aussi, et enfin, la troisième sous-question, c'est comment le préserver, parce que quand on est comme toi en bulldozer, notamment, ben voilà, on peut laisser des gens sur la route sans le vouloir. Quels sont tes conseils par rapport à ça? Alors, c'est vrai que c'est une question que je crois que c'est la première fois que je vais sur ce sujet-là. Hem, Bah, le côté personne, toxique, du coup, je suis assez bien parlée pour en parler. Déjà, il faut le comprendre, il faut le savoir. C'est le premier point, c'est en avoir conscience parce que la plupart du temps, les gens qui sont liés à des personnes toxiques n'en ont pas forcément, Conscience, ouais. conscience, ils vont ou alors ils vont se voiler la face totalement en disant: «Oui, mais c'est pas grave, mais il va s'améliorer, mais si, mais ça», ou voilà. Donc je dirais avoir conscience de la situation, c'est le 1er point et ça, que ce soit, avec, un conjoint, une conjointe, mais aussi avec, un proche ou que ce soit aussi avec la famille. Hem Quelqu'un qui peut être nocif dans votre famille et personnellement ça m'est arrivé aussi d'ailleurs. Heu, il faut le savoir, c'est un moment très, très dur, hein, parce que ça reste la famille et là vous vous retrouvez clairement dans la merde parce que vous dites: «OK, je fais quoi?» parce que je ne peux pas forcément tirer un trait sur cette personne. Maintenant le problème c'est que c'est des ondes extrêmement négatives que je me prends au quotidien et qui m'impactent dans le développement de mon activité et de mon dev perso, quoi. Hem, donc je pense qu'il faut penser à soi et être un peu égoïste de temps en temps. Ouais, et juste, pardon, pour rebondir sur ce Ouais. que tu dis là sur l'égoïsme et penser à soi d'abord, ça peut se transformer en altruisme aussi. C'est que je vais prendre l'image de l'avion. Quand les Mmh. masques tombent, ben, il faut d'abord se secourir pour pouvoir secourir les autres. Et il y a Tout un à fait. peu parfois le syndrome du bon samaritain qui peut nous habiter, c'est qu'on se sent utile quelque part en aidant les autres, et ce qui est tout à fait normal et louable, Ouais. mais attention de ne pas oublier sa propre vie. Et au final, après des mois, des années où on va être au chevet de quelqu'un, c'est une discussion que j'ai assez régulièrement avec les gens, c'est que Mmh. on se rend compte qu'ils sont malheureux, ils peuvent eux-mêmes le dire, mais ils vont dire des phrases comme «Mais comment tu veux que je fasse?» ou «Ça peut pas être autrement». Ouais. Et on n'a qu'une vie, évidemment, faut aider les autres, mais faut pas s'oublier, quoi. C'est ça, c'est le mettre ne pas s'oublier, tout à fait. Hem, mon père me disait toujours, aussi, que j'étais, un peu une mère Teresa. J'avais tendance à vouloir aider tout le temps, tout le monde et en fait, on ne peut pas aider tout le temps tout le monde, hein. Ça la lucidité sur tout ça, c'est vraiment, je crois que je le répète encore une fois, mais c'est le maître mot puisque
comme je vous dis, moi j'étais dans une relation très nocive et j'ai mis du temps. Et pourtant, je vous dis ça, mais j'ai mis 3 ans hein, vraiment à m'en sortir. Donc ça a été très dur. Euh, et maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu accepter tout ça et comment je n'ai pas tiré un trait dessus. C'était une personne qui me disait, mais pourquoi tu veux investir? Mais n'importe quoi, et pourquoi tu fais pas comme tout le monde, et ci, et ça. Et vous vous remettez en question, vous vous rabaissez. Bref, c'est un carnage. Ensuite, pour la famille, ça m'est aussi arrivé, donc avec une personne très proche de moi, où j'ai tout simplement du jour au lendemain coupé les ponts. Et je suis rentrée en front et j'ai mis un stop parce que c'est quelqu'un qui me pompait de l'énergie, clairement, au quotidien avec 30 000 questions, 30 000 besoins de l'aider, etc. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous le faites parce que bah, c'est quelqu'un et c'est un membre de la famille et que vous vous sentez obligé de le faire car c'est le sang, quoi. Et en fait, non. Et ayez bien ça en tête, que ce soit votre frère, votre mère, votre père, votre sœur, j'en sais rien, ou votre conjoint, vous n'êtes obligé de rien et ça, c'est important de le souligner, c'est que vous n'êtes obligé de rien et vous ne devez rien en soi réellement à quelqu'un. Et effectivement, comme tu l'as très bien dit, se sauver soi-même et avancer dans la vie et construire sa vie et ensuite venir aider les autres. Et c'est aussi, bah regarde maintenant, moi j'ai une société de formation, un organisme professionnel où, bah oui, j'ai plein de coaching et je viens aider tout le monde et je le fais avec grand plaisir et je pense que je suis très accessible sur les réseaux aussi pour filer un coup de main et je le fais gratuitement parce que j'adore ça et que je suis passionnée. Hem, mais avant, il faut le faire pour soi avant de le faire pour les autres. Et voilà, ne pas hésiter à tourner la page. Heu, bah, quand on dit un peu ça, hein, ne pas hésiter à quitter la table quand le respect n'est plus servi. Eh bien, c'est clairement vrai. Et il faut pas avoir peur d'être seul, même Hmm. si ça peut être extrêmement dur. Je l'ai été et je me suis sentie seule, une multitude de fois et je pense que il me semble d'ailleurs que c'était une de tes questions sur la solitude de l'entrepreneur. Ouais, tout à fait, ouais. Hem, j'ai eu des périodes au tout début de mes investissements où, en fait, bon, j'ai rencontré, quelqu'un qui est mon conjoint à l'heure actuelle et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était un début de relation et moi je passais mon temps plus sur mes chantiers puisque j'étais à droite, à gauche, il fallait que j'aille sur place et ensuite il fallait que j'aille meubler. 2021, je me suis retrouvée à monter 19 bureaux, si vous voulez, 19 lits, 19 chaises. C'était une catastrophe. Ceinture noire de bureau. Ah ouais, c'est ça, clairement. Et c'était vachement dur et ça me prenait beaucoup de temps et je savais pourquoi je le faisais et ça c'était important, hein, le pourquoi. Euh, pour ma liberté et heu et en fait, je me sentais vachement seule. C'était un début où j'étais pas forcément vraiment sur les réseaux. J'échangeais un peu, OK, bon, mais rien de vraiment, poussé. Mon conjoint, j'ai la chance maintenant qu'il bah, j'ai un conjoint entrepreneur donc il me comprend, hein, ça c'est fabuleux. Mais je lui disais le soir quand je rentrais: «J'en ai marre parce que je trouve personne comme moi». Je trouve personne comme moi avec l'envie de faire plus, l'envie de créer un patrimoine, l'envie clairement de faire de la loc, de mettre en loc et d'échanger sur mes galères. Et je trouvais personne comme moi et ça me rendait assez triste parce que je me retrouvais un peu comme un ovni et le vilain petit canard qui est sur ses chantiers le week-end alors que tout le monde est en boîte pour boire un verre, j'en sais rien. Et moi je disais bah ouais mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, donc Ouais, maintenant, mais c'est hyper ça a intéressant commencé. là, ouais, là, ce que tu dis, c'est que finalement, et c'est une question que je te pose, mais comme pour Mmh. l'exemple de la personne de ta famille que tu Ouais. vas pouvoir aider non-stop, à un moment donné, est-ce que c'est pas notre responsabilité de sortir de cette solitude? Je m'explique, c'est que mettons que j'aide, je sais pas, l'un de mes parents, je peux aussi dire à mes frères et sœurs, écoutez les cocos, c'est à vous de l'aider aussi. Toi, par rapport à tes visites de chantier et quand tu étais par Mons et par Vaux, et à ne rencontrer personne qui te ressemblait, est-ce que tu cherchais aussi, et est-ce que tu avais le temps, est-ce que tu prenais le temps de sortir de cette solitude justement et d'essayer de trouver des gens? Parce que souvent on s'enferme en fait, dans l'aide Ouais, de la mère, dans ces chantiers, etc. je cherchais pas, mais en fait, j'avais pas conscience que vous savez, dans ces moments-là, on est un peu aveugle, hein, et j'avais pas conscience qu'il y avait autre chose, qu'il y avait des gens comme moi. On se sent souvent un peu seul, un peu, même, unique dans ce monde-là, où on se dit: «Mais c'est pas possible, ils ont tous une vie, à vouloir être que salariés ou que à monter des boîtes
ils ont pas forcément envie, enfin, l'immobilier comme je le fais, à l'heure actuelle, je ne connaissais absolument personne et je passais pour un ovni en soirée. C'était: «Mais, qu'est-ce que tu fais? C'est improbable, pourquoi tu fais ça?» Enfin et oui, je me sentais très seule et je disais à mon conjoint: «J'en ai marre d'être toute seule et j'en ai marre, de pas pouvoir, échanger, de ce que je fais au quotidien» et on recevait des gens, à la maison au début, je me rappelle, on faisait des dîners et en fait, ils parlaient, ils se plaignaient tout le temps. «Oui et moi j'en ai marre, mon boss ci et mon boss ça» et puis et soit ça, soit des discussions stériles style, «Le beau temps et vous faites quoi ce week-end?» tu vois? Et en fait, moi j'avais envie de parler d'autre chose, de parler de business, de parler de développement, je vais faire Vous ça en êtes à votre combienième bureau monté, vous, ce genre de choses, quoi? c'est ça et aller un peu plus loin dans la démarche et heu, dans le fait de la réussite, que ce soit, sociale ou personnelle, quoi. Et en bah, pas du tout, tu tu te retrouves face à des gens qui comprennent pas ce que tu dis et qui, en réalité, ne s'intéressent absolument pas à ce que tu dis. Ils s'en fichent, quoi. Et par la suite, donc c'est aussi par les réseaux, hein. Moi, clairement, c'est comme ça que j'ai pu, rencontrer, tous les gens que je connais à l'heure actuelle qui sont Sur le dark web, entre geeks de grave. l'immobilier. C'est ça et Kalash, on s'est retrouvés, et ça se passe bien. Et donc bah, on s'est fait des petits restos et puis après on est partis en vacances et maintenant, bah, c'est comme ça aussi que j'ai rencontré mon associé, qui est mon témoin de mariage l'année prochaine, tu vois? Donc en réalité, en 3 ans, les choses évoluent atrocement vite, et toute cette team-là, moi, enfin, tous ces entrepreneurs-là, c'est aussi une grosse partie, c'est mes garçons d'honneur, tu vois? Et c'est ma vie, en fait, maintenant. Et je me sens ultra bien. En réalité, je me lève le matin, il n'y a pas un moment où je suis déprimée. Il n'y a pas un moment où je suis triste, où je me dis que j'ai une vie pourrie. Là, si j'ai un coup de blues, j'appelle n'importe lequel de mes potes et on me dit: «Ah non mais attends, tu fais quoi là? Enfin, on se calme, on se détend, on reprend les choses et ça va s'améliorer». Mais il y a même pas, à aucun instant, ils sont capables de me dire: «Ah oui, c'est vrai que c'est horrible et cetera, je te comprends». Non, non, on se comprend pas, on est là pour se motiver et on va tous dans la même direction et je dis toujours: «Bah, on est sur le même bateau, on va dans la même direction et on ne perd aucun moussaillon, à bord, quoi». Hyper chouette, hyper chouette. Et par rapport à tout ça, justement, Ouais. si tu avais un conseil, pour les gens qui hésitent à se lancer. Alors, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, mais même dans un Ouais. projet plus, à échelle plus humaine, on va dire, quel conseil tu aurais à donner aux gens? Je dirais, qu'il faut réfléchir déjà avant de se lancer, mais pas trop non plus. Le maître mot, ça reste quand même, l'action. OK, il faut le faire bien, il faut pas se lancer corps et âme, dans un projet improbable, bon. Mais maintenant, c'est l'action qui reste maître mot puisque, sans action, en réalité, il se passe rien. Rien du tout. Alors que si vous agissez, au pire, bon, vous allez vous planter, mais vous allez prendre de l'expérience pour faire mieux la fois d'après. D'accord. Mais au moins vous aurez fait quelque chose et si ça se trouve, ça va réussir. Vous allez vous découvrir d'autres compétences et d'autres qualités et vous allez dire: «Ah ouais, en fait, c'est plutôt cool et en fait, ce milieu-là, bah, j'aime bien, donc je vais exploiter ça au maximum». Ça deviendra un peu votre martingale, donc ce que vous allez, développer au max et et vous pourrez avoir de très belles surprises. Je pense qu'on a tendance à pas se faire assez, confiance et à vraiment, se laisser aller à travers la société de conso, à regarder les infos et à bader au quotidien, à se dire: «Ouais bon, BFM, tout est encore ultra négatif, j'en peux plus, OK l'inflation, OK l'essence, OK, l'électricité». Enfin, en réalité des sujets, pourris comme ça, je pourrais vous en citer, des milliers. Il faut aller un peu, au-delà. Tu vois, par exemple, à l'heure actuelle, je ne regarde jamais la télé. Jamais. Ouais, Ça ne pareil. m'arrive pas. Si je dois voir des infos, bah, je les regarde sur mon téléphone, j'ai des petites applications style, Futura ou autre, où ça va être un peu plus quali. Mais, ils tiennent toute la population sous peur. C'est comme ça qu'ils arrivent à contrôler un peu tout le monde. Je pense qu'il faut juste, sortir un peu de tout ça et se bouger les fesses, hein. Ça, ouais, il faut aussi le souligner. On est dans une société aussi où, bah, il y a beaucoup de jeunes de nos jours et j'en ai d'ailleurs en coaching régulièrement, qui ne veulent même pas commencer à bosser et être directement dans l'entrepreneuriat.
Mais pour savoir un petit peu, ce que tu veux quitter, pour moi, tu dois savoir pourquoi tu dois le quitter et qu'est-ce que tu veux vraiment quitter et qu'est-ce que toi tu ferais mieux. C'est pas évident d'être entrepreneur du jour au lendemain, mais il faut se connaître quoi et savoir rentrer un petit peu dans les cases pour pouvoir en sortir, mais pour savoir aussi pourquoi vous voulez en sortir, tout simplement. Voilà, j'ai bossé, pendant X temps dans X société, donc je sais comment ça se passe et je sais, qu'à l'heure actuelle, tu vois, donc on est 7 dans ma boîte, bientôt 9. Je sais que j'ai une façon de driver, mes collaborateurs, heu, justement parce que j'ai connu des façons de manager que je déteste et je sais du coup pourquoi je le fais. Quand vous n'êtes jamais passé par là, bon, bah, c'est un peu compliqué du coup de le deviner, pardon. Il y a tout ce rapport au temps, mais là, je pense que je sais pas ce qui s'est passé au niveau éducatif, hein, mais c'est le rapport à la frustration, et c'est intimement lié à l'entrepreneuriat, qui est les efforts d'aujourd'hui sont les récompenses de demain. Oui, Et c'est vrai que on veut tout de suite, enfin c'est en plein société ouais, consommation style quoi. Et ouais. pareil pour monter sa boîte, commencer à avoir un business profitable, il faut laisser du temps au temps aussi et se rendre compte que ben, Rome ne s'est pas faite en un jour. Pareil sur le fait de s'améliorer en tant que personne aussi. C'est comme toutes les histoires de régime ou de stabilité mentale. On peut Oui, pas voilà, avoir des ça se voit, résultats après s'être dégradé pendant 5, 10, 15 ans plus en 3 semaines, quoi. ouais, c'est des efforts récurrents, hein, de toute façon et ça, c'est un peu dans tous les domaines, il faut, souvent je le mets un peu en liaison, avec le permis, que ce soit le permis de conduire ou le permis moto, j'en sais rien. Quand vous vous êtes inscrit, bah, en fait, vous ne savez pas conduire. Bon, sauf ceux, OK, qui conduisaient à la campagne avec leur grand-père, bon soit. Mais Et c'est pas quand vous toujours êtes ceux pas, qui respectent le mieux le code de la route aussi. je suis d'accord avec toi. Moi, je me dis quand j'ai passé mon permis moto, je me suis inscrite, mais j'avais jamais mis, alors si sur une Pocket, c'est les petites motos à la con là, mais je n'avais jamais mis les pieds sur une moto et je ne savais pas conduire. Et pourtant j'ai eu mon permis et ça s'est très bien passé et maintenant je conduis sans problème. Bah, vous, c'est un peu pareil avec l'entrepreneuriat. C'est que là, j'ai pris des heures de conduite pour, réussir à m'améliorer et à prendre, bah, confiance en moi sur le sujet et cetera. Bah, l'entrepreneuriat, quand vous commencez, vous n'y connaissez rien, mais bah, l'administratif, OK, bah, il va falloir pratiquer un petit peu. Ensuite, bah, monter, ce projet-là, bon, bah, on va continuer, on va creuser et on est quand même dans une société aussi où il y a une mine d'informations partout. Donc il faut se donner les moyens de gratter et de trouver l'info. Comment on recrute quelqu'un? Bon, bah, voilà, OK, et puis, bah, moi, enfin, tu vois clairement là, il y a 2 mois, j'ai recruté du coup, donc 5 personnes en septembre. Mais attends, j'avais jamais, fait une fiche de paye moi. Donc j'ai fait comme tout le monde, en qui, fait. qui c'est qui doit le faire? Ah, c'est moi, ok. Eh beh, voilà, OK, une fiche de paye. Bon, bah, allez, c'est parti, on met en place les trucs. Bon, bah, mettre en place un calendrier pour les congés, mettre en place ça et puis, bah, ils sont tous à distance, comment je vais faire? J'ai découvert sur le tas et puis je dis pas que tout était parfait au début, loin de là. Maintenant, ça avait la chance d'être fait et ça, c'est, même je dirais une autre citation, bah, tu vois, d'ailleurs, j'anticipe ta question d'après. C'est: Mieux vaut fait que parfait». Et pourtant j'étais pas forcément, comme ça au début. J'avais, toujours l'envie que tout soit excellent, parfait et cetera. Par exemple, c'est tout bête, mais vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous voulez faire un peu de pub, vous allez vouloir que le visuel, il soit magnifique, que votre site internet soit le plus beau du monde. Déjà, il faut qu'il ait, la chance d'exister ce site, donc même s'il y a pas 30 000 trucs, faites-le. C'est les bases. Il faut pas forcément qu'il y ait un graphiste qui ait passé 40 000 heures sur votre projet, mais déjà qu'il y ait une offre clean, cohérente, avec de la qualité derrière ou, en réalité et puis une page de vente, quoi. Donc mieux vaut fait que parfait. Même si votre premier investissement, il était pas fabuleux, bah, vous savez comment ça fonctionne au moins et vous savez que vous avez peut-être fait, quelques erreurs sur cet investissement que vous n'allez pas réitérer. Donc voilà, mieux vaut Oui, fait que parfait. carrément. Et pour rebondir là-dessus, c'est que on est bon nombre aussi à commencer des projets, bien heureusement, ou même se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à les laisser en cours de route. Je te parlais de Ouais. ma régularité sur les podcasts tout à l'heure, donc je suis le premier Mmh. fautif aussi. Mais c'est vrai qu'il faut pas lâcher, il faut être entre guillemets un finisher, parce que tant qu'on n'est pas allé à la dernière étape du projet,
concrètement, c'est comme si on était à l'étape zéro du projet. Et ce qui est dramatique, c'est quelque part, tous les jalons posés antérieurement, ils n'auront servi à rien. Donc, c'est-à-dire le temps, l'énergie dépensée, les sacrifices peut-être faits, n'auront servi à rien. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que d'ailleurs, à chaque jalon posé, on se rapproche justement de C'est ça. l'issue de la concrétisation du projet. Ouais, tout à fait, on monte des marches en fait, hein. Vous montez à chaque fois une petite marche et une petite marche de plus et après l'escalier, bah, vous l'avez monté quoi et en fait le temps il y a aussi un facteur qui est important, c'est le facteur temps. On n'a pas conscience mais le temps passe très vite. Donc quand vous fournissez des efforts qui sont récurrents au quotidien, eh bien en réalité, vous allez vous rendre compte que vous prenez vraiment, beaucoup de compétences, que vous ancrez en vous, et à contrario, quand vous laissez le temps filer et que vous ne faites rien et ben, le temps passe également très vite et vous vous retrouvez facilement l'année prochaine à n'avoir rien fait. Et ça me fait penser à une citation, alors je crois que c'est de Bill Gates, mais il l'a peut-être repris de quelqu'un, qui dit en substance qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, mais qu'on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en 5, voire 10. Et c'est vrai que le temps passe très vite, et quand justement on fait les petits efforts, la petite discipline du quotidien, toutes les semaines, les mois, et ensuite les années, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, enfin on est hyper loin. Quand au début, c'est comme sur un rapporteur. Il y a les degrés là qui font Oui, un peu éventail. Au début, les degrés entre eux, ben, ils se séparent à peine. Quand on est au bout de la courbe du rapporteur ou plus loin, si on trace les angles, les écarts sont phénoménaux. Donc, c'est un peu tout à ça fait. l'idée. On va un peu parler du coup du process des intérêts composés en réalité, hein. Ouais. C'est exactement pareil, ils travaillent pour nous et intelligemment, quoi. Emeline, c'était franchement hyper intéressant. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure écart avec nous quasiment. Tu nous as parlé du livre des accords Toltec, donc qui est un super livre, et je pense qu'on est Ouais. pas mal à connaître. Est-ce que tu en aurais éventuellement un autre à nous conseiller? Alors en réalité j'en ai plusieurs, j'essaye de me tenir à un livre par mois, pour garder un petit peu ce rythme. Pour ceux qui n'aiment pas lire d'ailleurs, essayez juste de lire, 2 pages par jour et en réalité on se prend, rapidement au jeu. Hem, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé et qui pourtant peut faire un peu défaut de par sa couverture, c'est, Comment se faire des amis. C'est le genre de livre, un peu casse-pied à sortir, quand vous êtes dans le train parce que votre voisin de train, il vous regarde et il vous Ouais, juge mais grave. justement, ça peut entraîner la pitié et les gens viennent à votre rencontre. Ouais, non mais c'est un peu chaud quoi, moi je sais que j'avais déjà sorti, j'étais dans l'avion avec mes boss et ils m'avaient regardé genre, «Ah ouais, tu pas de poche». Ouais, là, ça, ça C'est peut un peu envoyer la des honte. mauvais signaux, ouais. Ouais et en fait, quand vous le lisez, le texte n'a pas forcément de lien avec la couverture et avec le titre que je trouve vraiment nul. Hem, mais ça vous apprend aussi un petit peu heu, les liens sociaux. En réalité, nous sommes, nous sommes des animaux quoi, et avec des liens sociaux avec tout le monde et il faut apprendre à savoir s'en servir. Et une fois que vous apprenez à vous servir des liens sociaux avec les gens, comment ça fonctionne, comment ouais, c'est vraiment le mot, comment créer du lien avec quelqu'un, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un univers qui se débloque autour de vous et que ça vous renvoie énormément de bonnes ondes. Le côté bienveillant avec les gens, d'arrêter de juger en continu, voilà, de se mettre un peu à la place de l'autre aussi, ça c'est extrêmement important, eh bien, on vous rend l'appareil. Et là où personnellement avant, donc j'étais vraiment en front, j'étais dure et je passais toujours en force. Même avec mes négos, j'étais vraiment dure. J'ai changé tout ça et maintenant je passe beaucoup plus pas en côté friendly, mais un petit peu, je me mets à la place de la personne, j'essaye de voir, bah, elle, ce qu'elle aimerait avoir dans une négo, comment elle peut et j'évite d'y aller vraiment en front, en tout cassant Hmm. parce que, ça peut aussi porter, ça peut être assez négatif, quoi. Donc voilà. Emeline, le bulldozer passé diplomate. J'ai pas dit que la diplomatie, je l'avais encore atteinte, hein, il faut quand même se dire. Je dirais que je fais de mon mieux, mais en tout cas, je le fais toujours avec beaucoup de bienveillance et c'est ce que je retiendrai, quoi. Super Donc chouette. voilà, comment se faire des amis, lisez-le, il est bien. En plus, il est pas trop lourd. C'est un petit bouquin de poche, vraiment rapide à lire. Ça vous apprend vraiment à vous mettre à la place des gens et ça vous ouvrira beaucoup d'opportunités dans la vie.
Merci beaucoup, Emeline. Je vais te laisser le mot de la fin sur ton actualité, si tu veux aborder des projets te concernant ou autres. Eh Vas-y, on t'écoute. bien, mot de la fin, moi, mon projet me concernant, donc déjà, on a une société de formation en investissement, donc avec mon associé. Euh, L'idée, c'est de former les gens de façon clean et qualitative, donc de ne pas lâcher n'importe qui dans la nature sans avoir un maximum de connaissances et de la formation digitale en ligne. Et d'ailleurs, on va, euh, on va pouvoir te donner un petit code pour toutes les personnes qui nous écoutent pour que vous puissiez potentiellement nous rejoindre si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir. Euh, Également, je suis aussi sur des projets tech pour, bah voilà, toujours dans l'entrepreneuriat, pardon, pour repousser un peu mes limites et quand on avance et quand on apprend à se connaître, vous voyez, là, je me dis, je fais tout ça aussi pourquoi? Pour mes nouveaux projets, pour sortir de ma zone de confort et me tester à nouveau sur d'autres choses, d'autres projets toujours plus grands et advienne que pourra, on verra si ça marche, quoi. Bah écoute, Emeline, on va te souhaiter le meilleur pour tous ces beaux projets et je te remercie à nouveau pour ton passage sur le podcast. Avec grand plaisir et à bientôt et belle journée à tous. Merci, Emeline.